Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons en tout cas pour ce premier numéro de votre émission L'Ultime Conviction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, bien sûr, Monsieur Alakane. Il est le coordinateur de Magui Pastef, la plateforme qui s'occupe des cadres, qui regroupe en tout cas les cadres et les patriarches de cette formation politique. Au cours de cette émission, bien sûr, nous aurons à revenir sur beaucoup de points sains de l'actualité, mais également sur son parcours personnel, parce que comme vous le savez, c'est un patriarche qui a lutté pour le Sénégal dans le cadre politique, bien sûr, depuis des décennies et des décennies. L'émission sera riche en enseignements. Mesdames et messieurs, c'est ça donc le débat aujourd'hui. Et notre invité, Monsieur Kane, bonjour. Bonjour à vous tous. Et c'est également un très grand plaisir que j'ai pris ce matin en recevant Sénégal News, et avec qui déjà je suis passé devant les caméras. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous permettre encore de discuter des problèmes de notre pays, de l'Afrique et surtout du monde. C'est un très grand plaisir que j'ai pour vous. Pour commencer, M. Kane, vous avez fait 66 ans de lutte dans l'arène politique sénégalaise. Aujourd'hui, quelles sont vos plus grandes satisfactions? Mais d'abord, mes plus grandes satisfactions, la plus grande, c'est d'avoir participé. Et de toujours participer et de continuer à participer pour l'évolution de mon pays, pour la libération de mon pays, et surtout du peuple sénégalais, de sa jeunesse, de ses femmes, de ses travailleurs. Et c'est ça, vraiment, les plus grandes joies que j'ai pour vous, c'est d'être toujours dans le champ, dans le combat, pour d'abord l'éveil des populations, pour l'éveil de la classe ouvrière, pour l'éveil des paysans, pour l'éveil des jeunes, pour enfin prendre en charge le destin de notre pays, qu'est le Sénégal, qui depuis des décennies, des siècles, est entre les mains des étrangers. Vous n'avez pas de crainte par rapport à ce que vous avez réalisé depuis 66 ans quand même, vos combats, les réussites que vous avez eues. Aujourd'hui, quelles sont vos plus grandes craintes, surtout pour ce nouveau projet que vous entendez? Dans ce combat, il y a des hauts et des bas, des succès et des échecs. C'est la dialectique de la vie, les contradictions qu'il faut avancer. Des fois, c'est des reculs, des pas arrière, des fois, c'est des pas en avant. Le pas le plus sérieux, le plus important que nous avons réalisé ici en tant que patriote, en tant que panafricaniste, c'est le pas qui est intervenu le 24 mars dernier, 2024, où enfin le peuple s'est réveillé et a donné aux patriotes que nous sommes la victoire à un taux aussi élevé que 54,28% pour des élections organisées par l'adversaire. Donc en réalité, on peut comprendre que c'est plus de 54%. On peut aller jusqu'à 70%. Parce que c'est le pouvoir lui-même qui était en face, qui a organisé ces élections-là. Et on se rappelle les va-et-vient du secrétaire, du représentant de PROS au ministère de l'Intérieur pour aller prendre ses fiches, les difficultés que nous avons rencontrées de ce temps-là. Donc les 54%, mais c'est des choses que le pouvoir ne pouvait pas aller en dessous. Mais en réalité, on peut dire que ça fait plus de 50 jours. Mais n'empêche, nous avons remporté la victoire, on a gagné. Oui. Et ça, c'est un grand succès pour nous, pour le peuple sénégalais et pour l'Afrique. C'est important. C'est important. C'est une victoire acquise à la suite d'une lutte âpre. Sinon des combats âpres que vous avez menés. Je me rappelle, durant la crise, vous avez eu à perdre un de vos fils qui vivait aux États-Unis. Le monde pensait que, sinon beaucoup pensaient que le monde allait s'effondrer sur vous et que vous allez vous tenir en retrait un peu dans les activités politiques. Mais on a vu un Alakane qui a été encore plus au devant de la scène malgré la souffrance qu'il endurait. Oui, ça c'est la vie, c'est la vie. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur, etc. Mais il faut savoir dépasser ces situations. Et quand même, à mon âge, j'ai vécu, j'ai traversé les situations les plus complexes, les plus difficiles. Mais j'ai tenu quand même. Et jusqu'à présent, je vais continuer à tenir. Et je vais appuyer le nouveau pouvoir qui est là.
Et cette force, vous la tirez d'où? De votre spiritualité ou bien de vos convictions par rapport aux projets? De mes convictions et de ma formation, de mes convictions, depuis que j'ai appris à connaître le monde, j'ai fait des leçons d'histoire, j'ai suivi l'évolution du monde, l'évolution de notre pays, du continent africain. J'ai vu que des peuples sont organisés, ont lutté pour obtenir l'indépendance. Et je me suis posé la question, mais pourquoi pas nous? Et pourquoi pas continuer à lutter, quelles que soient les difficultés? Et c'est ce qui me ment, ce qui me pousse à agir. Et je continue d'agir parce que j'ai cette formation idéologique très forte, très profonde, qui me donne cette force-là, qui me permet de dépasser les situations familiales, les situations amicales, les situations sociales, pour voir en tout lieu et en tout temps l'intérêt du peuple sénégalais, l'intérêt des peuples africains, et que pour comprendre qu'il faut lutter. Il faut lutter et seule la lutte paye. Depuis quand Depuis quand vous avez commencé à lutter? Depuis l'âge de 21 ans. Et c'est pourquoi d'ailleurs je le dis souvent, j'ai deux âges moi. Deux âges? Deux âges. Oui. Il y a l'âge biologique, la date à laquelle je suis venu au monde. C'était en 1936, le 21 décembre. Aujourd'hui, le 21 décembre, j'aurai 88 ans, 8. Mais j'ai un autre âge, c'est l'âge politique, l'âge de l'action, l'âge de la lutte que j'ai conservé à 21 ans. La date à laquelle j'ai adhéré au Parti africain de l'indépendance. PAI. Et je vais avec ces deux âges-là. Aujourd'hui, devant vous, je manifeste l'âge de 21 ans, l'âge politique. Mais l'autre âge, c'est mon âge, je le conserve. Mais quand il s'agit de se lever et de faire face à l'ennemi, je mets l'âge biologique de côté et je prends l'âge politique de 21 ans. Je vais avec les jeunes, je me bats, je combats, je fais avancer la lutte. Donc, je subis les coups, je porte des coups. Voilà l'action. Vous avez eu à combattre en face des régimes, celui de Abdou Diouf, de Senghor, si je ne m'abuse, de Abdou Diouf et de Maître Abdoulaye Wade, et aujourd'hui face au dernier régime Macky Sall. Lequel de vos combats a été le plus difficile? Mais comme tu le dis, j'ai commencé l'action politique en 1957, donc contre le colonialisme français qui était là. Déjà. Où l'économie était entièrement occupée par les Français, les compagnies commerciales. Il y avait la Nozoco, la Morel Prom, il y avait la CFAO, le Chemin, la Périssac, les sociétés coloniales françaises qui étaient là. Il y avait les commandants de cercle qui étaient des Blancs. Il y avait le gouverneur à l'époque ici. Il y avait les chefs de subdivision. Nous avons fait face à ces gens-là pour poser les premiers jalons de la lutte pour l'indépendance nationale. Donc je me suis... Ensuite, quand les Mouridia et les Senghor sont venus au pouvoir, nous avons continué en disant que le pouvoir que nous avions, ce n'était pas notre pouvoir à nous en tant que Sénégalais, c'était un pouvoir dédié, confié à des Sénégalais qui ont la peau noire. Mais la même politique allait continuer et ça devait continuer. Et ça continue jusqu'à présent. Donc, je me suis opposé à Senghor. Durant tout son règne, je me suis opposé. Et c'est durant son règne que j'ai été par deux fois exclu de l'administration. D'abord, en 1962, j'étais radié du corps des instituteurs. En 1970, ils ont intervenu à l'aéroport comme j'étais agent d'Air France. Et ils ont fait pression pour me régler de là-bas, licencier de là-bas. Ensuite, quand Abdou Diouf est venu, je me suis opposé à Abdou Diouf dans des organisations politiques, syndicales différentes. Et quand Abdoulaye Wade est venu, c'est la même chose. On a commencé par l'île. Et ensuite, on a vu que c'est le libéralisme, la politique qui n'entrait pas dans le cadre de nos convictions. On s'est opposé. Et moi, j'ai participé aux assises nationales, dans la commission finance. Et j'ai participé à l'élaboration de tous les textes qui sont sortis des assises nationales. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons appuyé la candidature de Macky Sall. En 2012. En 2012. Des Donc, assises nationales. Je me suis opposé parce que simplement, il y avait un système qui était en place. Les Français sont partis avec la peau blanche
mais ils sont restés avec la peau noire. Et c'est pourquoi d'ailleurs je me suis dit que bon, la lutte doit continuer, c'est parce que c'est le système qui est là. Nous ne sommes pas indépendants. Et moi, je me suis dit, j'ai payé ce poste de poids-là, tant que le CA ne s'appelle pas, je ne vais pas déposer les armes. Je vais lutter. Alors, M. Khan, avec toutes les convictions qu'on vous connaît, on vous voit se ranger derrière un jeune leader qui s'appelle Ousmane Sonko. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez en cet homme? Qu'est-ce qui vous intéresse dans sa vision pour que vous puissiez aujourd'hui l'accompagner jusqu'à son accession au pouvoir, de Pastef et de ses alliés? Voilà. C'est-à-dire que on dit que dans ce pays, il y a 300 partis politiques. Ouais. J'ai appartenu au Parti africain de l'indépendance. J'ai milité en partie dans le PIT, qui était la continuation sous d'autres formes et sous d'autres lieux du PAI. Ensuite, j'ai participé à la mise sur pied du comité national pour la commémoration du 50e anniversaire du PAI. Et j'ai vu la structure politique de la situation du pays. J'ai vu un parti politique qui véhiculait mes convictions. Ce parti politique, c'est le parti qu'on appelait Yoni Askan Wi, Mouvement pour le populaire. Et je suis allé adhérer à ce parti-là. Ce parti, celui qui le dirige aujourd'hui, s'appelle Madiaye Mbodj. C'est lui qui est le délégué général. Quand j'ai vu que sur l'ensemble des partis qui sont au Sénégal, on n'avait pas intérêt à créer notre parti pour en rajouter, mais j'ai étudié, et j'ai dit que ce parti-là allait dans le sens de mes convictions. Je vais adhérer. Et j'ai adhéré à ce parti, Yoni Askan Wi. Je suis devenu membre et j'ai accédé à la direction de ce parti et on a travaillé. Et dans le cadre de l'action de ce parti-là, on a rencontré le parti de Ousmane Sonko. Pastef. Donc, je suis venu à Pastef par le biais de Yoni Askan Wi. Et quand on a rencontré ce parti-là, bon, Ousmane Sonko, c'est un expert des impôts et domaines. Moi, je suis un expert des impôts et domaines. Et dans le cadre de Yoni Askan Wi, chaque année, à l'occasion de l'apparition du budget, je tenais une conférence annuelle devant les militants de Yoni Askan Wi sur le budget. Et Ousmane Sonko a assisté à ces conférences. Et c'est ainsi que les deux partis sont entrés en collision. Et qu'aux élections législatives, d'abord, au référendum de 2016, nous avons milité, nous avons fait la campagne du non, les deux partis. Et c'est dans le feu de l'action que les deux partis se sont rapprochés. Et en 2017, aux élections législatives, on a monté Ndawi Askan Wi comme une coalition pour aller aux élections. Comme tête de liste, on a mis Ousmane Sonko, qui est le plus jeune. Le plus jeune. Et c'est ainsi que vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés et il est allé à l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi une structure qu'on appelle l'ARCAD. Sur le plan idéologique, je veux dire, qu'est-ce qui vous a impressionné chez Ousmane Sonko pour que... Mais je vais en arriver. C'est que nous avons les mêmes convictions. Sur le plan du patriotisme, sur le plan du panafricanisme, sur le plan de l'antisystème. Alors là, il a posé le problème, même dans son livre Solution, le chapitre 1er, il pose carrément que tout ce qui nous arrive, c'est le système. Et que donc, il faut avoir ce système-là. Comme nous étions là pour avoir le système depuis les années 57, mais voilà, un parti qui vient avec la jeunesse, etc., nous devons apporter notre contribution, notre expérience à ces jeunes-là, les encadrer pour que nous puissions avancer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, après les 2017, en 2019 aussi, on est allé à l'élection, mais c'est pas en conservant les structures. Parce que d'un côté, il y en a sur d'autres, mais on a fait une coalition, son coprésident, en 2019. Bon, mais en avançant dans la population, on a vu que, mais pourquoi ne pas fusionner? Pourquoi ne pas fusionner? Ne pas fusionner, puisque c'est les mêmes idées, c'est les mêmes pratiques. Et on a fusionné. Aujourd'hui, on est dans Pastef. Voilà, voilà comment tu arrives. Et je pense qu'on s'est battu. Et ce qui est arrivé en 2024, il fallait d'en passer pour comprendre. On s'est battu, on s'est engagé,
on s'est dépensé, on s'est organisé. On a affronté les forces de le monde est témoin des sacrifices que les responsables de ce parti-là, de cette formation et des alliés qu'ils ont fait. On a eu 80 à 100 morts, on a eu des centaines de prisonniers politiques, etc. Oui, quand même. On a affronté le grand lacrymogène. Aujourd'hui, vous êtes dans le cabinet du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Non, je ne suis pas dans le cabinet. Je suis dans le cabinet de Ousmane comme président du parti. Je ne suis pas encore dans l'aspect gouvernemental. Mais qu'est-ce que vous attendez justement? Parce que les gens aussi se demandent cette question-là. Pourquoi les sages, Magui Pastef, n'ont pas encore accès, n'ont pas tellement accès. Mais peut-être que ça va venir, ça va venir. Mais moi, je suis dans le cabinet politique. Oui. En tant que conseiller de Ousmane, président du Pastef, on dit comme vous l'entendez souvent, du PROS, moi, président Ousmane Sonko. Pastef. Donc, je suis membre de son cabinet politique. Oui. Mais je ne suis pas membre de son cabinet primature. Pas encore, d'accord. Et les nominations fusent de partout. Justement, vous avez joué également un rôle quand même prépondérant dans cette élection-là. Et que tout le monde sait qu'aussi les sages quand même regorgent de potentialités et de compétences qui mériteraient quand même d'occuper certaines fonctions. Mais on vient seulement de démarrer. Oui. Bon, c'était hier, vous parlez du 5e jour. Alors que nous, le mandat que nous avons, c'est un mandat de 5 ans. Bon, les nominations sont en train de se dérouler. Et je pense que moi, en tant que responsable de Magui Pastef, j'ai vu que ces Magui Pastef-là sont une formation qui peut permettre au pays d'avancer. Et que peut-être dans les nominations à venir, on en tiendra compte. Ou bien même dans l'action de construction nationale du système qu'on est en train d'installer, il faudra nécessairement faire appel à la compétence de Magui Pastef. Et là, le moment venu, on verra comment on va dispatcher ces Magui Pastef-là qui sont à travers le monde, à travers le Sénégal, dans la diaspora, comment utiliser leurs compétences et leur expérience dans le cadre du projet en construction. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué surtout ces 100 jours au pouvoir du régime. En tout cas, les commentaires fusent de partout, chacun y va de son point de vue et de son opinion. On ne parle pas de bilan, bien sûr, mais on parle de conviction, on parle d'inspiration. On parle aussi d'impact de ces 100 jours-là sur le quotidien des Sénégalais. Vous, en tant que d'abord Sénégalais, qui a participé justement à l'élection de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence, qu'est-ce que ces 100 jours-là vous inspirent? Premièrement, le changement. Le changement, c'est que ces 100 jours, c'est que à la présidence, comme à la primature, il est arrivé des hommes nouveaux. Des hommes qui ont un projet et qui vont le mettre en application, qui ont pour mission de la construction d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal qui a été malmené depuis plus de 60 ans et qu'on veut refaire, qu'on veut restituer. Maintenant, dans les 100 premiers jours, il faut avoir toutes les mesures qui ont été prises. Et il faut que les gens comprennent que ce qu'on est en train de faire, c'est sur la base du budget voté par le pouvoir qui a été renversé. Et qu'il faut attendre que nous ayons confectionné un budget et qu'on passe à l'application pour voir les changements fondamentaux qui vont se manifester. Mais actuellement, on est lié par ce budget qui a été conçu et voté par le pouvoir qui a été bâti le 24 mars. Vous reconnaissez ça, c'est important. Oui. Deuxièmement, oui. Les premières mesures qu'on a au plan de l'agriculture, au plan de la diminution des prix, les nominations, les changements qui sont intervenus à certains postes à certaines directions. Pour 100 jours, c'est rien du tout. Sur 50 ans. Sur 5 ans. Oui. 5 fois 365. Oui, mais sur le plan, dans les grandes démocraties, quand même, les 100 jours sont un peu symboliques. Mais quand même, pour revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous reconnaissez quand même que vous avez des contraintes liées surtout à ce budget-là. Mais on ne peut pas venir mettre le pied sur le budget. On applique les grandes lignes du budget. Et on est en train de faire des audits.
on a publié les rapports, Oui. ben, on va étudier, Et on va justement, voir la suite. maintenant Oui. quelle est la suite qu'il faut donner à ça. Parce Il faudra qu'actuellement- donner une suite à ça. Mais là, les Sénégalais attendent justement parce que les rapports ont été publiés, il y en a qui ont été épinglés. Certains attendaient que certains dossiers soient transmis directement sur la table du procureur et que celui-ci également... Les Sénégalais fasse ce qu'il attendent, faut. Oui. mais nous serons au rendez-vous. Ils vont nous voir. C'est-à-dire que ça, il faut que les gens soient... Nous serons au rendez-vous. Mais on est méthodique, on est scientifique. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les choses se ralentissent, surtout concernant certains qui sont épinglés justement par des rapports? Non, rien ne bloque. C'est-à-dire qu'on a une méthode. Hein, et c'est à part cette méthode-là que nous avançons. Hein, on a la programmation, on fait la programmation, pas à pas. Ils n'ont qu'à attendre. Les gens, ils nous verront. Il n'y a pas de moyens de pression. Il n'y a pas de moyens de pression politique qui sont exercés quand même sur le régime et qui font que les choses retardent. Il n'y a pas de moyens, heureusement, parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes battus pour prendre le pouvoir. Personne n'est intervenu, personne ne nous a dit. Et ce pouvoir-là, nous allons le conserver, quelles que soient les manœuvres que nous voyons sur le terrain, hein, et les gens qui passent par d'autres voies pour faire pression sur le pouvoir, mais ça nous laisse... Il y a certaines déclarations du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui ne plaisent pas beaucoup, même parfois certains militants de Pastef aussi qui dénigrent, sinon qui ne se trouvent pas dans certaines déclarations. Aujourd'hui, sur le plan communicationnel, quand même, il y a du travail à faire parce qu'il faut que Ousmane Sonko, le Premier ministre, quand même, puisse se débarrasser de ses habits de l'opposant et se revêtir de ceux-là du chef du gouvernement. Ça, c'est pas moi le doyen, c'est pas mon point de vue. Ouais. Ousmane Sonko a eu un comportement dans l'opposition qui lui a permis de prendre aujourd'hui le pouvoir. Les gens veulent le mettre dans un carcan en disant non, parle pas, ne parle pas, fais occupe-toi de ce que... Je dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, parle. Il faut parler, il faut qu'Ousmane parle. Parce qu'il est encore le président du parti Pastef. Il ne faut pas que les gens le détachent du peuple sénégalais. Et c'est ça leur objectif. Ils ont deux objectifs. Faire sauter le verrou du duo là, Bassirou, Ousmane, et ensuite détacher ces deux-là du peuple. Et nous verrons à ça. Il faut que Ousmane descende sur le terrain. Il faut que Ousmane continue de parler, quel que soit le statut de Premier ministre qu'il a. Et d'ailleurs, à cause de ce statut-là, il doit expliquer. Et toutes les décisions qu'on prenne doivent faire l'objet d'explications, de descendre sur le terrain. Il faut qu'il mobilise son parti. Il faut que le parti soit présent. C'est ce parti-là qui a donné la victoire le 24 mars. Il faut donc et que ce parti-là reprenne les activités et que Ousmane soit là. Mais si jamais les gens arrivaient à leur objectif, qui consiste à dire mais occupe-toi seulement de la primature, ne descends plus sur le terrain, ne parle plus, parce que quand tu parles vraiment, les gens... Moi, je dis que ça, c'est une stratégie qui consiste à détacher, en tout cas, Ousmane Sonko du peuple, à créer les conditions, de la disparition, en tout cas, du Pastef sur la scène politique. Alors, et si on m'écoute, oui. Sonko, il a parlé pour prendre le pouvoir, Sonko doit parler pour conserver le pouvoir. Oui, ça, c'est votre point de vue en tout cas. Oui, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, et je le revendique. Oui, pour avancer, quand même, les Sénégalais vous attendent sur plusieurs chantiers, sur plusieurs questions, notamment d'ordre économique. Quand même, il y a beaucoup qui se disent que, en tout cas, les temps sont durs. Il y a l'apparition, sinon l'exploitation du pétrole qui commence au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette ressource-là peut financer, sinon peut-être quand même une lueur d'espoir par rapport aux ambitions que le nouveau régime a pour le Sénégal? Oui, c'est-à-dire qu'il faut intégrer le pétrole, le gaz, sur l'ensemble de nos richesses naturelles, qui sont, machallah, nombreuses et variées. Le premier combat, c'est de faire en sorte que ces richesses reviennent entre nos mains et qu'on puisse créer les conditions d'un partenariat gagnant-gagnant.
Parce qu'à l'heure actuelle, je l'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, les industries extractives n'apportent pas grand-chose à l'économie nationale réelle. Parce que si vous prenez ils représentent, en tout cas dans les statistiques, 35% des exportations. C'est costaud. Oui. 35% des exportations, c'est tout ce que nous vendons, c'est considéré par les industries extractives. Des richesses naturelles. Mais sur le plan financier, ça mais j'arrive, ils participent pour 4,5%, tu vois, aux dépenses courantes, c'est-à-dire aux impôts, c'est-à-dire aux dépenses de l'État. 4,5%, avec 35%. Ensuite, et pour le PIB, il contribue pour 1,9%. Et on dit que pour la création d'emplois, c'est 0,3%. Mais ça, c'est la catastrophe. Il faut renverser ces choses-là. Et ça doit aller au niveau du pétrole et du gaz. Il faut que nous ramener, trouver des méthodes pour que ces richesses-là nous reviennent. Pas peut-être qu'à 100%, mais que ceux qui sont là, que nous soyons des partenaires avec des intérêts qui sont également partagés. Le gagnant-gagnant. Mais actuellement, quand on parle du taux de 10% aussi de cette technologie avec le pétrocène, mais c'est inadmissible. Vous prenez le Woodsaïd là, 82% du capital c'est pour Woodsaïd. C'est seulement 18% qui est là. Alors, le régime est toujours le régime est toujours dans sa logique de renégocier ces contrats-là. Oui, c'est sûr. On va négocier. On va négocier. C'est un minimum. Et puis, je pense qu'ils vont comprendre. C'est-à-dire, négocier, c'est-à-dire que, bon, on peut comprendre qu'ils rentrent en intégralité sur les fonds qu'ils ont dépensés, le cadre de la recherche, de l'exploitation, etc. Mais quand ils vont entrer en position de tout ça, le reste, il faut quand même qu'ils acceptent de renégocier et de comprendre que ces richesses-là, c'est une richesse nationale et que les nationaux doivent en profiter. C'est un minimum. Peut-être qu'ils avaient en face d'eux, en négociant, des gens qui n'avaient pas l'international en vue, ce n'étaient pas des patriotes qui ont négocié, ce n'étaient pas des panafricanistes. Mais aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, c'est un pouvoir patriote, c'est un pouvoir panafricaniste, c'est un pouvoir qui lutte pour la souveraineté du pays. Et la souveraineté doit être assise sur la possession des richesses. Donc, vous avez le devoir de renégocier tous ces contrats-là qui sont signés et qui, selon vous, est signé à l'encontre des intérêts du Sénégal. Des intérêts du Sénégal. Nous avons le devoir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous nous battions pour ça. Et on a dit que nous avons vendu au peuple sénégalais l'antisystème. Et le système qui est là, on veut le démanteler. Et dans le cadre de ce démantèlement, il y a la renégociation des contrats. Mais c'est les seules richesses que nous avons. Et si aujourd'hui les jeunes Sénégalais meurent au fond de l'océan, ou bien les sables mouvants et chauds du désert, etc., et qu'aujourd'hui, ils envahissent nos rues, etc., et puis les gens les déguerpissent de cette façon que moi je condamne, moi je pense qu'il faut trouver des solutions. Alors, il y a aussi sur le plan de la justice, où votre formation politique, le régime actuel est attendu, parce que quand même il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup d'exactions qui ont été commises, beaucoup en tout cas de choses qui ne sont pas tellement concrètes, qui ne vont pas dans le sens justement d'éclaircir, sinon d'acter une séparation des pouvoirs. Donc vous êtes attendu sur ces questions-là. Il y a des dossiers qui avaient été jugés ici, que vous aviez contestés dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre aussi à ce que tous ces dossiers-là également puissent être rejugés, pourquoi pas pour l'éclatement, sinon pour la manifestation de la vérité? C'est-à-dire que vous voyez la démarche, le premier pas du président de la République, c'est d'avoir organisé un dialogue autour de la justice. Ça aussi c'est révélateur. On veut rétablir la justice sur les pieds. Et quand maintenant cette justice-là va être mise sur ses pieds, on laissera le soin de voir tout ce qui s'est passé, de dire la justice. Parce que c'est comme ça que nous procédons. On est en train de nettoyer le secteur, et quand
on aura terminé tout ça, mais il y aura de nouveaux éléments qui seront là, mais ils vont prendre tous les dossiers pour voir quel sort il faudra le réserver. Hein? Et ça, l'exécutif n'aura pas à intervenir. C'est ça aussi. Nous nous sommes battus pour l'indépendance des institutions. Hein? Et on va essayer, comme, dans la mesure du possible, de respecter cette offre que nous avons faite au peuple sénégalais. Hein? Il faut que nous respections. Oui. Hein? Il y a un dossier quand même qui a terni l'image du Sénégal sur le plan international, comme sur le plan national aussi. C'est le dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Le dossier Sweet Beauté, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, vous, M. Kane, est-ce que vous êtes d'avis pour que ce dossier-là soit rejugé de nouveau? Mais le dossier, il faut voir l'état auquel il se situe. Hein? Est-ce qu'il est définitivement jugé? Non, il n'est pas définitivement jugé. Il faut peut-être laisser à la nouvelle formule, la nouvelle forme de justice qui va venir, mais quelle réserve qu'il faut réserver à ce dossier-là. Il faut le reprendre ou faut-il le classer, mais il appartiendra à la justice qui va apparaître dans quelques instants, de voir quel sort réservé à ce dossier-là. Hein? Oui, sur le plan politique aussi, vous êtes celui qui souffle à l'oreille de Ousmane Sonko. Oui. C'est lui qui est incriminé justement dans ce dossier-là. Il a été jugé donc à son absence, bien sûr, dans ce dossier-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lui conseillez de revoir ce dossier-là ou bien est-ce que vous préférez que la page soit tournée? Non, moi je pense que nous avons vraiment un chantier, nous, en tant que politique, oui, en tant que responsable de la conduite de la nation actuellement, oui, les chantiers sont tellement immenses que nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. Maintenant, nous laissons à la justice qui va accompagner le nouveau pouvoir anti-système de revoir tous les dossiers qui ont été faits durant la lutte pour accéder au pouvoir et de voir quel est le sort à réserver à chaque dossier. Ce ne sera pas l'exécutif qui va dire au législatif ou bien à la justice, voilà dans quelle direction il faut aller, voilà les dossiers qu'il faut prendre. Hein, c'est ça. Donc, moi, je pense que nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Et je suis convaincu que Ousmane Dep est au-dessus de tout ça. Et qu'il a une mission beaucoup plus importante, de dimension beaucoup plus importante que de dire que en tout cas, en général, aujourd'hui, il est Premier ministre. Donc, l'évolution de l'histoire a jugé. L'histoire a jugé. Maintenant, il faut que les hommes jugent. Et pour que les hommes jugent, bon, il y a eu tout ce qu'on a vu sur l'histoire de Adji Sarr, Sonko, etc. Et maintenant, il y a une nouvelle situation qui est créée. Il y a de nouveaux pouvoirs qui sont installés. Et il y a déjà le pouvoir exécutif qui est là. On est en train de nettoyer la place pour installer le nouveau pouvoir judiciaire. Et dans quelques temps, on va balayer pour il faut installer un nouveau pouvoir législatif. Et ce sont ces pouvoirs-là qui vont essayer de transformer fondamentalement, profondément la situation au Sénégal. Et on va voir apparaître un Sénégal, le Sénégal qu'on attendait depuis des années. Oui. Justement, avant la dernière question, bien sûr, on me fait signe que nous sommes presque à terme de cette émission. Il y a quand même le poids de l'histoire, sur le plan moral aussi. L'intégrité de Ousmane Sonko, son image a été ternie dans ce dossier-là de Adji Sarr. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est Premier ministre, qu'il a d'autres missions. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que pour ces gens-là qui sont disparus dans ces accusations-là, aujourd'hui, est-ce que quand même il n'y a pas lieu de refaire la lumière, sinon de faire la lumière justement sur ça? Pour les gens qui ont disparu, mais ça aussi c'est un dossier à part. C'est-à-dire qu'il faut quand même que justice soit rendue. Parce qu'on a vu, c'est des gens qui ont été tués comme ça. Les pièces en commission sont là. Il faut quand même que nous sommes. Mais l'histoire, bon, peut-être que c'est le pouvoir qui voulait mettre fin à la mission de Ousmane qui a créé cette situation-là. Hein, comme il le dit, un complot a été monté contre lui. Ouais. Hein, et en fin de compte, mais ils ont
mis de côté le viol pour parler de la jeunesse, comment il l'appelle encore. Ils ont changé la nature du viol. Oui. Mais donc, moi, je pense que, encore une fois, oui. on a commencé à installer les institutions, oui. les pouvoirs en place. On n'est pas témé. Le seul qui est installé, c'est le pouvoir exécutif. Vous n'êtes pas contre la loi d'amnistie pour ces faits-là? Hein? Vous êtes contre ou vous n'êtes pas contre qu'on revoie cette loi d'amnistie-là? Il faut qu'on revoie cette loi d'amnistie. Il faut qu'on la revoie. Parce que non, on ne peut pas passer sous profit de 80 à 100 morts. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on revoie cette loi d'amnistie. Et même le premier des premiers maquis, mais il a des comptes rendus. C'était facile qu'il aille se reposer au Maroc et puis comme ça, qu'on laisse passer. Bon, je pense que aussi, il faudra fouiner son dossier et voir quel sort il faudra réserver à son dossier, etc. Et d'autres. Et même les rapports qui circulent, les audits qui sont en train de se faire. Mais il faut aller jusqu'au fond des choses. Hein, pour qu'on n'ait plus à connaître ces situations-là. D'accord. Alors, dernière question, c'est surtout cette crise, en tout cas, crise ou semblant de crise des institutions à l'Assemblée nationale, notamment avec la déclaration de politique générale du Premier ministre qui tarde à se faire, qui demande à ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit revu, soit corrigé pour qu'il puisse le faire. Il y a aussi la majorité à l'Assemblée nationale qui s'est opposée également à ces idées-là. Vous, en tant que sage du parti, qu'est-ce que ça vous fait du... Bon, d'abord, si on parle de la Constitution, comme ils le font tous, c'est l'article 55. L'obligation est là. Mais l'article 55 n'a pas précisé les dates auxquelles il faut venir devant les députés présenter la déclaration générale à l'UFCO. Et l'histoire a fait qu'à un moment donné, c'est le règlement intérieur qui avait précisé la date. Hein? Mais avec les tribulations du soir, avec la méthode d'action, les méthodes de maquis, on a supprimé le poste de Premier ministre. On a nettoyé, tu vois, ce qui a été dit dans le règlement intérieur. Mais quand Macky remettait le Premier, ils ont oublié de mettre. Pourquoi? Dans quel but? C'est la grande question. On parle de falsification, et ainsi de suite. Hein? Donc aujourd'hui, Ousmane Sonko n'a pas dit « je ne vais pas faire de déclaration générale ». Mais que ça soit dans les normes. Mais il va faire ça où? À l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne prévoit pas dans son réglementaire le poste de Premier ministre. Même si on sait que son prédécesseur Amadou Ba quand même a eu à faire sa déclaration de il a violé, dans ces conditions-là. Non, Ousmane Sonko n'est pas Amadou Ba. Un. Deux, Ousmane Sonko, il est légaliste. Il respecte les dispositions constitutionnelles et les dispositions de la loi organique qui organise le règlement intérieur de choses. Cette loi-là est muette en ce qui concerne la il est légaliste, mais quand même, il n'y a pas de loi qui prévoit pour lui de faire une déclaration de il est prêt. Devant l'Assemblée avec ses militants. Il est prêt depuis longtemps. Et puis, je ne sais pas quel jour on va le faire, mais il fera la meilleure déclaration de politique générale que le Sénégal a connue. À l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. Quand les conditions sont réunies, et devant les députés, il va faire la meilleure déclaration de politique générale que dans l'histoire de notre pays. Et deuxièmement, les gens là, ils menacent maintenant de supprimer les dispositions qui parlent de la dissolution. Il faut qu'ils soient sérieux. Hein? Mais ça, c'est une forme de créer... de défiance. Hein? Des difficultés au pouvoir en place. Hein? Et ce faisant, ils sont en train d'aller à l'encontre de la décision du peuple. Le peuple qui a décidé, le 24 mars dernier, de donner le pouvoir à la coalition Diomaye président. Et ce qui est en train de faire aujourd'hui que Diomaye est président de la République, Ousmane Sonko est Premier ministre. Donc, il veut aller à l'encontre de ça, en brandissant l'histoire de cette chose-là, motion de censure. Ils sont en train de chercher une loi pour supprimer. Mais non. Mais vraiment, s'ils persistent, nous, on va faire appel au peuple. Le peuple qui a décidé le 24 mars. Vous allez faire appel au peuple comment? Par référendum. Un référendum. C'est l'article 52 de la Constitution.
Hein? Mais s'il persiste, c'est le peuple qui a décidé. Hein? Parce que l'article de la Constitution dit que le président de la République, après avoir recueilli les avis du président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel, hein, peut organiser un référendum. Et même un autre alinéa de ce même article, le Premier ministre peut proposer au président de la République, hein, un tout projet de loi pour faire passer au référendum. S'il persiste, nous allons demander au peuple sénégalais de donner son mot, de dire son mot, de dire à ces gens-là, stop, voilà dans quelle direction nous voulons aller, et laissez-nous, foutez-nous la paix, laissez les gens aller dans cette direction. Mais c'est la Constitution qui le permet. Allons-y, laissons-les continuer. Il n'y a pas quand même un manque de communication de la part, en fait, au sommet de l'État. C'est-à-dire que c'est des questions qui devaient se régler par des discussions entre le pouvoir et la majorité à l'Assemblée nationale, bien sûr. Des discussions simples qui devaient se faire au préalable pour que nous n'arrivions pas à cette situation-là. Mais je pense que les derniers développements montrent qu'il y a des députés qui ont déposé des projets, des propositions de loi. Et les députés de pouvaient le faire aussi. Des députés de propositions de loi pour quelque chose. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée, il y a des structures qui peuvent entrer en relation pour discuter. Ça, c'est le rôle qui revient à l'Assemblée nationale et ce qui est en train de se faire actuellement. Mais je peux dire encore une fois à ces gens-là, mais s'ils veulent qu'il y ait une crise institutionnelle et constitutionnelle ici,